Bonjour à toutes et à tous. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de transformation numérique et puis je vais essayer de vous indiquer quelques pistes qui me paraissent être celles des transformations induites sur des transformations de la guerre, et j'appliquerai ça à un domaine que je connais un petit peu plus particulièrement, qui est le domaine terrestre. La transformation numérique, d'abord je voudrais dire que ce n'est pas une simple numérisation. La numérisation, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. La numérisation, c'est assez bête. C'est reprendre des processus qu'on fait aujourd'hui au crayon et avec le papier ou sur la carte murale et les mettre dans un ordinateur. La transformation numérique, de mon point de vue, c'est beaucoup plus que ça. C'est inventer de nouveaux processus, en particulier pour la guerre. Voilà. Et donc on est dans une situation un petit peu inédite parce que ces nouveaux processus à inventer, ce ne sont plus forcément les militaires qui vont les initier, mais c'est la technique qui va fournir des pistes nouvelles pour essayer de réfléchir à la nouvelle manière dont on va faire les choses au combat. Alors, deux parties dans cette présentation, une partie un peu rapide avec quelques grandes généralités sur la transformation numérique, et puis une partie un peu plus longue sur les applications militaires potentielles. La transformation numérique, telle qu'on la voit par Thales, bonjour, je vous en prie, installez-vous. C'est classiquement 4 grands piliers: connectivité, big data, intelligence artificielle, cyber. On va essayer de balayer rapidement ensemble ces 4 grands piliers. La connectivité. Les pistes permises par la connectivité aujourd'hui vont permettre de rentrer dans une véritable ère de l'Internet des objets. Jusqu'ici, tout ce qu'on a connecté, nous militaires, ce sont des ordinateurs et des postes radio. Demain, on va pouvoir connecter beaucoup plus que ça. Connecter des hommes, des véhicules, des machines-outils, des plateformes, des appareils ménagers, etc., etc. Et on va mettre tout ça en réseau, avec des réflexions, bien entendu, à conduire sur les supports de communication nécessaires pour cette mise en réseau. Est-ce qu'on va travailler en réseau fermé comme nous le faisons actuellement ou passer en réseau ouvert? Quelles données vont être à échanger? Sous quel format? Il y a toute une série d'investigations à poursuivre pour réaliser cette connectivité. Également, les supports physiques vont être de plus en plus variés. Ce sont des communications radio, mais pourquoi pas également du laser optique ou l'utilisation de la 4G, voire de techniques dites de proximité comme le Wi-Fi ou le Bluetooth à usage militaire. Voilà, l'IoT, l'Internet des objets, l'Internet of Things, de notre point de vue, c'est vraiment une opportunité qui est le fruit d'une connectivité aboutie. Deuxième grand ensemble de technologies, le big data, avec son corollaire pour moi qui est le cloud. Le big data, c'est un constat. Le constat de l'explosion du volume des données qu'on manipule désormais sur le terrain en situation de guerre. Et ces données, en plus, sont souvent hétérogènes et pas toutes structurées. Donc on est face à un paysage qui pourrait être inquiétant, avec une masse énorme d'informations. Comme d'habitude, le défi est toujours le même: stocker, protéger, échanger, rechercher, trier, hiérarchiser, traiter. Et les technologies classiques, on le constate avec ces grandes masses de données, ne suffisent plus. Il va falloir qu'on aille vers des solutions très décentralisées, il va falloir travailler dans le cloud, il va falloir également que nous apprenions, en particulier nous militaires, je raisonne comme si j'étais encore militaire, nous militaires, à ne plus avoir de réflexe propriétaire vis-à-vis des données. Les données, c'est quelque chose qui se partage au sein d'une communauté de travail. Avec des enjeux forts, pouvoir disposer des bonnes données au bon moment, et puis l'enjeu primordial qui reste pour les décideurs militaires, qui est celui de transformer ces données en informations utiles à des fins de prise de décision. Le troisième pilier, c'est évidemment celui de l'intelligence artificielle. Bonjour François. L'intelligence artificielle, on est aujourd'hui à la conjonction de 3 grandes opportunités. Les algorithmes arrivent à maturité, la puissance de calcul est désormais accessible pour
ces algorithmes. Et enfin, les données sont disponibles parce que l'intelligence artificielle a besoin de travailler avec des données. L'intelligence artificielle, c'est l'outil principal de l'autonomie des systèmes. Les systèmes, quelle que soit leur fonction sur le terrain, ont la possibilité, dans un avenir très proche, de devenir autonomes et donc d'exécuter un certain nombre de tâches sans intervention humaine. Ça peut être soit des systèmes complexes, centres de décision, centres de contrôle, mais également des systèmes plus simples comme des plateformes, des outils, des armes, des vecteurs, des véhicules. Les applications sécurité et défense sont très nombreuses, avec, pour nous militaires, un enjeu, une vigilance extrême, qui est celle de la perte de contrôle. Nous appelons de nos vœux une intelligence artificielle dite de confiance, c'est-à-dire traçable, explicable, maîtrisable, que l'on est capable de contrôler. Le quatrième pilier de la transformation numérique, c'est tout ce qui est cyber. Pouvoir traiter les cybermenaces et donc se doter de capacités de cyberprotection, mais également, on n'y pense pas suffisamment, de capacités de cyberaction. Nous allons avoir dans le paysage futur une amplification notable des menaces cyber. Pourquoi ? Parce qu'avec l'hyperconnectivité, on va avoir une surface de vulnérabilité qui va être considérablement accrue. On va augmenter le nombre de portes d'entrée sur nos systèmes d'information et de communication. On va manipuler énormément de données de toute provenance, dont certaines ne sont pas fiables. On va se doter d'applicatifs dont certains sont d'origine incertaine, pas toujours maîtrisés. Et donc, dans ce contexte, il faut absolument sécuriser notre dispositif global d'information si on veut qu'il fonctionne. Il y a donc des besoins nouveaux qui émergent sur le terrain, des besoins de cyberconnaissance pour tout ce qui est environnement du théâtre, mais également des besoins de cyber-effets. Les cyber-effets, c'est par exemple influencer, neutraliser, décevoir, procéder à des dénis d'accès. Avec un impératif en matière de cyber, qui est celui de la résilience. La résilience, c'est plus que la simple protection. La résilience, pour nous militaires, c'est très important. C'est être capable de continuer à conduire sa mission, même quand tout va mal. C'est ça, la résilience. On voit derrière ça qu'il y a de plus en plus une exigence de cyber by design. Le cyber doit être pensé dans chacun de nos systèmes d'armement futurs dès la conception globale des équipements. Alors, cette transformation numérique, elle va avoir évidemment des effets sur l'écosystème militaire. D'abord, on parle souvent de la transformation numérique. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a plusieurs transformations numériques. J'en vois au moins 3. Il y a celle de la nôtre, industrielle, il y a celle de notre client, et puis il y a celle de notre relation industrielle-client. Alors, je m'explique. La transformation numérique de l'industrie, c'est celle de nos méthodes, de nos produits, de nos organisations. C'est la transformation numérique vue comme un moyen de mieux répondre aux exigences, aux besoins opérationnels de notre client militaire. C'est le fournisseur qui transforme son offre et ses méthodes pour être plus performant et pour mieux répondre aux besoins. La transformation numérique du client, c'est autre chose. C'est la transformation numérique de la guerre, c'est la transformation numérique des combattants. C'est la transformation numérique vue comme un objectif, celui de permettre à notre client, à son tour, d'être plus efficace en fonctionnant différemment, en s'appuyant sur un certain nombre d'innovations qu'on peut lui apporter au niveau des équipements qu'on va lui fournir. Il y a donc tout un travail à faire, nous, industriels, pour aider notre client à anticiper sa propre transformation numérique. Il faut l'accompagner, il faut le conseiller, et il y a un travail de prospective qu'on doit, dans ce domaine-là, absolument faire en commun pour imaginer les futurs possibles et surtout identifier les ruptures susceptibles de se produire. Et la troisième transformation numérique, je vous l'ai dit, c'est celle de notre relation. C'est celle d'un nouveau procurement
qui est forcément impactée par le numérique. C'est la transformation numérique vue comme un mode d'acquisition rénové. Pourquoi ? Parce qu'avec le numérique, on va beaucoup plus vite, avec des périodes d'innovation qui sont beaucoup plus courtes. Et donc, on a absolument besoin de travailler différemment. Quelques pistes. Faire du prototypage rapide. Travailler avec des méthodes incrémentales. Faire du travail en plateau. Parce que les rythmes de changement sont beaucoup plus rapides que ceux qu'on observe actuellement pour développer un pistolet, un canon ou un missile. Voilà. Il faudra faire toujours plus d'analyse fonctionnelle, apprendre à raisonner en fonction, en verbe, beaucoup plus et beaucoup moins en objet, parce que le numérique nous y porte. C'est une transformation du fonctionnement de la chaîne capacitaire dans son ensemble et de la relation entre les forces, la DGA et le monde industriel. Il va falloir également redéfinir nos partenariats, redéfinir la manière dont nous portons les risques, redéfinir probablement les processus de conduite des opérations d'armement. Et toute cette réflexion est à l'œuvre au sein du ministère. Nous le voyons depuis l'industrie et nous souhaitons pouvoir l'accompagner. Alors après ces quelques généralités, quelles conséquences pour la défense, et pas pour la défense organique de temps de paix, mais pour la défense à l'œuvre, en opération, quelles conséquences militaires de la transformation numérique? Eh bien, sans surprise, pour chacun des 4 piliers de la transformation, on peut balayer les applications militaires potentielles et commencer à identifier quelques pistes. Connectivité, alors je vais reprendre les 4 piliers, et puis je vais vous dire les réflexions que cela m'inspire. Connectivité, eh bien on va aller vers des objets connectés du champ de bataille. Ce qu'on cherche à faire, c'est connecter le champ de bataille avec le monde numérique. Alors c'est quoi les objets connectés du champ de bataille? Dans le monde d'hier, on connectait un char ou un fantassin. Dans le monde de demain, on va tout connecter. On va connecter le combattant, on va connecter les plateformes, on va connecter les composants de ces plateformes, on va connecter le moteur, le réservoir de carburant, la lunette. Sur le combattant, on va connecter ses jumelles de vision nocturne, son cœur, son pouls. On va connecter son ordinateur portable, on va connecter sa montre, on va connecter son fusil. Et on va se retrouver avec un nombre potentiellement gigantesque d'objets connectés en permanence sur le champ de bataille qui vont échanger des informations à caractère à la fois opérationnel, logistique, et qui vont en permanence se transmettre des données pour permettre de suivre la situation. On va connecter, je vous l'ai dit, les véhicules entre eux, mais aussi à l'intérieur de véhicules, le pilote, le chef de bord, le mécanicien, le logisticien. Avec une vraie réflexion d'accompagnement, cette hyperconnectivité, cette force hyperconnectée, va-t-elle devenir hyper indiscrète sur le champ de bataille? Il y a un véritable enjeu de discrétion à maîtriser dans le monde du futur. On va rayonner dans toutes les directions. On va devenir très détectable avec des vulnérabilités induites. Et il y a un véritable travail à faire sur ce sujet. Le big data, l'application principale, on le pressent bien, c'est le monde du renseignement. Les gens du renseignement, ils ont toujours les mêmes exigences. Les données brutes ne les intéressent pas forcément. Les données brutes, c'est du chiffre, c'est de la matière. Ce qui intéresse les gens du renseignement, c'est l'information utile qui permet aux décideurs d'apprécier la situation correctement, puis de prendre les bonnes décisions. Dans le monde de demain, on aura toujours plus de capteurs techniques, tous capteurs. Le moindre soldat sur le champ de bataille va devenir potentiellement un capteur qui va transmettre de l'information et qui va venir nourrir un data lake, une immense base de données avec ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu dans son petit espace du champ de bataille. Ces données sont structurées en partie, mais pas que.
Et puis, en tout cas, elles sont très hétérogènes. Il y a de l'image, il y a des enregistrements, des écoutes électromagnétiques, il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a des flux pris par des caméras. Et tout ça, il va falloir le traiter, le stocker et le transformer avec des algorithmes très puissants de fusion de données, de corrélation. Est-ce que deux choses obtenues par deux capteurs différents ne sont pas au même endroit sur le champ de bataille un seul et même objet? Voilà, il y a tout un travail d'aide à l'exploitation et à l'analyse qui doit être fait. Et donc, on doit viser la mise en place progressive d'un véritable Big Data Analytics de la fonction renseignement et de la fonction suivi de situation en général. Mon troisième pilier, c'est celui de l'intelligence artificielle, et il a potentiellement énormément d'applications. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va demander à l'intelligence artificielle? On va lui demander de modéliser les comportements militaires, de manière générale. Assez intuitivement, on pense tout de suite à la fonction aide à la décision. On pense que l'intelligence artificielle peut aider à accélérer les processus décisionnels. Le jour où le lieutenant d'infanterie aura une tablette sur lui et qui demandera à la tablette pour aller réduire ma résistance isolée, est-ce que je dois déborder à droite ou à gauche? Et la tablette lui dira, bah, écoute, j'ai fait l'analyse du terrain et de l'ennemi à ta place, sauf que moi je l'ai faite en un dixième de seconde alors que toi ça te prenait 10 minutes et je te conseille de déborder par la droite. Voilà, ça c'est une application potentielle. Mais mon cerveau fait d'autres choses que traiter le grand domaine intellectuel. Mon cerveau, il sert aussi à dire, tiens, j'ai repéré cet objet et je commande à ma main de m'en emparer. Et là, on est dans une autre forme d'intelligence artificielle qui est celle qui va permettre d'automatiser des tâches physiques d'exécution. Et donc vous avez tout le potentiel de la robotique et de la dronisation qui s'ouvre derrière vous. Donc l'intelligence artificielle, elle a un panel de domaines d'application pour nous autres militaires qui est très très étendu, qui va des tâches les plus intellectuelles et les réellement liées à la fonction commandement jusqu'aux tâches d'exécution des plus bas niveaux. Voilà. La cyber, enfin, la cyber, je vous l'ai dit, elle doit être envisagée dans un registre à la fois défensif et offensif. Alors la cyber, on la voit un peu souvent de manière réductrice, parce qu'à la maison, ça consiste souvent à faire simplement de la SSI, de la sécurité de nos systèmes d'information. Sur le champ de bataille, l'enjeu est beaucoup plus large que ça, et puis il est double. C'est la résilience de mon propre système d'information, de mon système de commandement dans son ensemble. Mes transmissions, mes systèmes d'information et toute ma fonction commandement, mais c'est également la capacité d'agir sur le système de commandement de l'adversaire. On est dans un monde aujourd'hui où si je découvre un poste de commandement ennemi, j'ai le droit de tirer au canon dessus, mais je n'ai pas encore complètement le droit d'injecter un virus dans son système d'information. Je pense qu'on va y venir aussi à ce mode de fonctionnement sur le terrain. Voilà, la cyber du champ de bataille pour moi est véritablement en devenir. J'ai le sentiment qu'elle a vocation à devenir une véritable arme d'appui au sens militaire du mot appui, dans l'esprit de ce qu'on fait avec le monde électromagnétique pour le brouillage ou des fonctions de ce type. Quelles sont les pistes les plus prometteuses? Alors, je pourrais balayer de très nombreuses pistes. Je vais vous en décrire deux, dans le temps qui m'est imparti, qui me paraissent un peu plus emblématiques, qui sont celles du combat collaboratif et celles de la robotisation. Et puis les autres, je vous les citerai rapidement, mais sachant que je pourrais faire le même exercice pendant 2 bonnes heures pour vous décrire tous les espoirs que je place dans la transformation numérique. Le combat collaboratif. Qu'est-ce que c'est que le combat collaboratif? Alors, je vais commencer par une boutade. Moi, ancien militaire, j'avais toujours trouvé que le combat était déjà collaboratif. Donc je ne vois pas ce qu'on amène de nouveau. Parce que la guerre, c'est quand même un exercice où on fait travailler ensemble des gens de manière coordonnée. Et donc, qu'est-ce qu'on a inventé de nouveau? Ce qu'on a inventé de nouveau, c'est la chose suivante.
c'est que la coopération sur le terrain, aujourd'hui, elle est le fruit d'un acte raisonné de chefs militaires qui parlent entre eux, qui échangent. Qu'est-ce que tu vois? Tu es situé en quelle position? Quelles sont tes possibilités de tir? Voilà les miennes. Et donc, on finit par coopérer parce qu'on en a parlé. La collaboration de demain, elle va pouvoir en partie être automatisée. 2 chars qui arrivent en haut d'une colline, ils vont automatiquement échanger leurs possibilités de vue et de tir, et ils vont pouvoir, avant même qu'on ait eu besoin de le décider, organiser eux-mêmes la répartition des secteurs et leur protection mutuelle. Et pendant ce temps-là, les 2 chefs de char, au lieu d'avoir à travailler sur ces fonctions très immédiates et très mécaniques, vont pouvoir ensemble réfléchir à la manœuvre future, qui est leur véritable enjeu de terrain. C'est ça le combat collaboratif tel que je l'imagine. Et on voit bien que si on veut automatiser ces tâches, je dirais rudimentaires, ce qu'on appelait autrefois dans le monde militaire les actes réflexes, c'est bien ça, mes chers camarades? Voilà, les actes réflexes, comme leur nom l'indique, on doit pouvoir en faire des choses assez simples à la portée du raisonnement élémentaire d'une machine. Et ça va permettre de considérablement accélérer le tempo de la manœuvre. On va raccourcir les boucles décisionnelles. La classique boucle OODA, observer, orienter, décider, agir, eh bien on va pouvoir l'exécuter en temps très contraint, en permettant à la machine, dans cette boucle, d'être présente à toutes les étapes et de simplifier, accélérer ces étapes. Proposer des options, proposer un plan de recherche pour l'observation, proposer l'orientation des capteurs, procéder à l'analyse des informations recueillies, répartir les tâches, exécuter certains traitements et, une fois la décision prise, aider à la production automatique des ordres afférents pour les diffuser plus rapidement. Voilà. On pourrait poursuivre cette réflexion très abondamment parce qu'on peut se poser la question de savoir si ces orientations ne vont pas nous emmener vers une espèce d'ubérisation du champ de bataille. Ben oui, est-ce que finalement, dans le monde de demain, les effets militaires ne vont pas pouvoir être réfléchis comme effect as a service, avec une espèce de plateforme de service qui serait constituée de l'ensemble des unités présentes sur le champ de bataille et un chef militaire qui travaillerait simplement sur un enchaînement d'effets à obtenir sur le terrain dans un cadre espace-temps donné, et derrière une plateforme qui automatiquement n'affecterait plus des missions à des unités, mais au contraire affecterait des unités à des tâches identifiées. Je lis parfois l'incrédulité de mes amis militaires quand je leur expose ça. Ils ont peut-être raison, on n'est pas encore mûr pour aller vers ces choses-là, mais allez, il faut y réfléchir quand même. La robotique maintenant. La robotique, je vous l'ai dit, ce sont des algorithmes qui vont permettre de mettre en œuvre des comportements automatiques. Les comportements automatiques, c'est se déplacer, capter, agir, communiquer, se protéger. Donc tous ces comportements peuvent être modélisés dans un robot et ensuite on peut laisser le robot en totale autonomie. On peut faire ça pour des véhicules, des aéronefs, des armes, des capteurs, des fonctions logistiques. Et puis dans le monde de demain, on va même ajouter une couche supplémentaire qui sera l'aptitude à agir en essaim, c'est-à-dire que les robots pourront non seulement agir seuls avec des comportements automatisés, mais coopérer soit avec d'autres robots, soit avec des hommes. La véritable réflexion, qui est pour moi très importante, c'est la question de savoir quelles sont les fonctions qui sont à robotiser en priorité. On voit bien que pour des missions de type logistique, transport, mouvement, déplacement, relais de transmission, capteurs, l'automatisation est parfaitement acceptable du point de vue militaire et elle sera très certainement efficace. En revanche, dès qu'on touche à des fonctions létales, l'automatisation, à juste titre, est considérée comme suspecte par nos amis militaires parce que la fonction qui consiste à tuer
ne peut pas être délégué en termes de décision et de responsabilité à une machine. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel on est parfaitement en phase, nous, Thales, avec notre client militaire. Alors, je vous l'ai dit, j'aurais pu évoquer un grand nombre d'autres pistes parce que la transformation numérique, on peut l'appliquer à plein d'autres domaines. Je vais vous citer ça rapidement. La connaissance de situation, les travaux d'état-major, l'évaluation, la cybertactique, les opérations d'influence, le suivi santé individuelle, la télémédecine, pourquoi pas, la logistique, la maintenance prédictive, le suivi de flotte, les recomplètements, carburant, munitions, la gestion de l'énergie, la protection des sites, etc., etc. Pour dire les choses simplement, la grande conclusion de cette seconde partie, c'est que la transformation numérique, pour le monde des opérations, c'est une multitude d'opportunités qui s'annoncent dans les années qui viennent, dans presque tous les domaines opérationnels, avec très probablement des changements en profondeur dans les concepts d'emploi, dans les modes d'action et dans la manière dont on va commander à la guerre et dans la manière dont on va conduire la guerre. Mais également avec en filigrane des vulnérabilités nouvelles, parce que nos adversaires vont eux aussi se transformer et qu'il faudra en tenir compte. Que vous dire en conclusion de ce rapide survol? Je vais vous livrer quelques convictions. D'abord, la première pour moi, c'est que la mise en œuvre de la transformation numérique, c'est un impératif. On n'a pas le droit de passer à côté dans le monde des opérations. C'est le prochain axe de transformation de la guerre et c'est celui qui est le plus riche pour moi en perspectives nouvelles à un horizon visible. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, il faut mieux combattre dans le digital. Ça, c'est l'aspect cyber, on l'a bien compris. Mais il est très important aussi d'apprendre à mieux combattre avec le digital. Mieux combattre dans le digital, mieux combattre avec le digital. Ce sont deux choses différentes, fondamentales. Troisième conviction, nous autres militaires, on est toujours à la recherche du maintien d'un écart technologique avec nos adversaires potentiels. Ma conviction, c'est que la transformation numérique avec les adversaires de demain, c'est la condition principale de notre supériorité opérationnelle à venir. C'est celle qui nous permettra de garder un avantage sur les ennemis qu'on rencontrera sur les théâtres d'opérations futures. Voilà. Quatrième conviction, cette réflexion sur la transformation numérique, et c'est vraiment l'objet de mon rapide exposé, elle doit être commune. Il faut qu'on y réfléchisse ensemble, l'industrie, la DGA, le client opérationnel. Nous avons des idées sur les technologies qui vont être rapidement accessibles et dont vous pouvez bénéficier, mais nous avons besoin de vos idées pour imaginer comment les employer utilement sur le terrain. Voilà, cette transformation numérique, je vous l'ai dit, nécessite une réflexion, des outils, des méthodes, une organisation. Nous avons des initiatives chez Thales qui sont à suivre. On vous a parlé de la Digital Factory, des Battle Labs, des méthodes agiles. Et bien entendu, nous appelons de nos voeux la possibilité de nous connecter sur ce que vous allez entamer avec évidemment l'Agence de l'innovation de la défense, mais également les Battle Labs. Je pense à celui de l'armée de terre qui a vocation à s'installer à partir de cet été à Eurosatory. Voilà, on est dans le créneau imparti. Je vous remercie pour votre attention, puis je suis prêt à prendre 2 ou 3 questions s'il y en a. Voilà.